Bonjour, je suis Isabelle Conepo, je suis pédiatre rhumatologue au Kremlin-Bicêtre et je coordonne le centre de référence pour les maladies auto-inflammatoires et l'amylose inflammatoire. Cet après-midi, on va parler de maladie de Kawasaki. Dans la première partie, on va surtout parler des aspects cliniques et puis après, on parlera de la thérapeutique. Alors, la maladie de Kawasaki, c'est une maladie qui a été décrite il y a longtemps, en 1967, par M. Tomisaku Kawasaki. C'est une maladie aiguë de l'enfant et ça constitue la vascularite la plus fréquente chez les enfants de moins de 5 ans. C'est une vascularite qui va toucher en priorité les moyens vaisseaux et aussi un peu les petits vaisseaux. Son pronostic est essentiellement cardiovasculaire et les risques pour les patients sont les anévrismes, les thromboses coronaires, la myocardite, le choc, les valvulopathies et le syndrome d'activation macrophagique. La mortalité est relativement mal connue, il y a peu d'études qui n'ont pas été faites en réanimation, mais en tout cas, elle n'est pas nulle. C'est une maladie qui pose pas mal de problèmes, en particulier pour le diagnostic. Le diagnostic n'est pas facile, est essentiellement clinique et il doit être précoce parce que plus le traitement va être commencé tôt et meilleur le pronostic sera. Et par ailleurs, l'incidence est en augmentation dans les pays développés. L'autre point de difficulté pour la maladie de Kawasaki, c'est la résistance au traitement standard représentée par les immunoglobulines intraveineuses qui peut atteindre jusqu'à 30% des patients et qui est associée à un pronostic plus mauvais. Alors, quelle est l'épidémiologie de la maladie de Kawasaki ? Il faut savoir que les enfants du nord-est de l'Asie ont 20 fois plus de chances de développer la maladie de Kawasaki. Et au Japon, on voit que effectivement l'incidence de la maladie est élevée avec 240 pour 100 000. Aux USA et au Canada, elle est intermédiaire, entre 15 et 25 pour 100 000. Et l'épidémiologie en Europe est figurée sur le schéma de droite. Vous voyez qu'en France, on n'a pas eu beaucoup d'études épidémiologiques qui ont été faites. Une première étude avait estimé à 5 pour 100 000 enfants de moins de 5 ans et une autre à 9 pour 100 000 enfants de moins de 5 ans. Donc les deux posaient quelques petits problèmes méthodologiques, mais on pourrait estimer qu'on est autour d'une incidence plutôt de 9 pour 100 000 enfants de moins de 5 ans. Alors comment commence la maladie de Kawasaki ? Finalement, elle commence assez banalement par un épisode viral qui est parfois évident ou alors il est simplement suspecté devant une rhinite et une toux. Il peut y avoir également des signes digestifs qui peuvent être de tous les degrés, qui sont souvent des douleurs abdominales, des vomissements ou des diarrhées. Il est beaucoup plus exceptionnel qu'il y ait des tableaux de péritonite ou d'hémorragie digestive. Alors ces signes digestifs inauguraux, ils vont brouiller un peu le tableau et malheureusement, ils vont être source de retard dans le diagnostic et donc ils sont source de mauvais pronostics. Alors la fièvre de la maladie de Kawasaki est une fièvre qui est en pic et qui est peu sensible aux antithermiques. L'enfant qui a une maladie de Kawasaki est très irritable, ça veut dire qu'il n'est même pas calmé dans les bras de ses parents et il a une altération de l'état général. Alors, il y a des formes de présentation atypiques, notamment des formes réanimatoires avec un choc cardiogénique inaugural. Ce ne sont pas des formes qui sont très fréquentes, ça représente 1 à 2% du total et ces chocs cardiogéniques sont liés à une myocardite ou alors à un infarctus du myocarde secondaire aux lésions coronaires. Alors, les signes cutanés sont extrêmement importants et ils sont une clé importante du diagnostic. Alors, on voit sur ces diapos en haut à gauche l'enfant qui est très irritable. On voit également les lèvres qui sont sèches, craquelées, fissurées. En France, on parle de chélite. Alors, il ne faut pas s'attarder sur les joues, c'est plutôt un eczéma de contact. Ce qu'on remarque également, c'est la présence d'un exanthème qui est souvent diffus, maculo-papuleux. Et puis également d'une rougeur oculaire avec un cercle périkératique, et puis également, qu'on voit très bien sur la figure du bas, une adénopathie importante, souvent visible à jour frisant, qui donne un aspect de pseudo-adénoflegmon. Alors pour mieux vous montrer effectivement l'atteinte conjonctivale, qu'on appelle souvent à tort conjonctivite, qui est vraiment une rougeur finalement du bulbe conjonctival, avec le cercle périkératique qu'on voit très bien, l'adénopathie cervicale qui en général est de grande taille et qui est le plus souvent unilatérale. Alors les modifications des extrémités sont également importantes à repérer. À la phase aiguë, c'est essentiellement un œdème avec une rougeur des paumes et des plantes
et à une phase plus tardive, à une phase un peu subaiguë, après la phase aiguë, eh bien une desquamation qui est assez fine, que vous voyez au niveau des orteils et des doigts. Alors d'autres photos que je vous montre avec d'autres signes importants, vous voyez toujours ces enfants qui sont très irritables, mais vous avez également l'érythème et la desquamation du périnée, qui sont des signes qui sont assez précoces, et également pour les enfants vaccinés, la rougeur au niveau de la cicatrice du BCG. Alors la maladie de Kawasaki classique, comment se présente-t-elle? Je vous présente ici les données du registre Kawanet qui a couru pendant 3 ans en France. Ces données montrent une prédominance masculine et montrent aussi un âge médian de la maladie de 2,8 ans. La fièvre est élevée, en général elle va durer au moins 5 jours avec une irritabilité importante. L'atteinte de la cavité buccale, elle est fréquente également, vous voyez 72%, c'est une rougeur de toute la cavité buccale avec une langue framboisée dans 56% des cas et la chélite, vous voyez qu'elle est présente dans 85% des cas. L'autre signe important dans les signes muqueux, la conjonctivite, pratiquement 89% des cas. L'adénopathie est moins fréquente, 55%. Et d'autres signes comme l'hépatomégalie, l'hydrocholéciste ou les signes gastro-intestinaux sont présents à peu près dans 60% des cas. L'exanthème diffus présent dans 80% des cas et l'œdème et la rougeur des extrémités dans 70% des cas. Ce qui est important de savoir, c'est que ces signes ne sont pas toujours présents tous en même temps et donc il est important de demander aux parents s'ils ont été présents et éventuellement de demander des photos pour avoir une documentation. Donc ne pas penser faussement qu'ils sont absents parce qu'on ne les voit pas au moment de l'examen. Et vous voyez que les atteintes coronaires sont quand même assez fréquentes, entre 26 et 39%, les péricardites 18%, les myocardites 3% et l'insuffisance cardiaque 1%. Alors, la maladie de Kawasaki a des critères internationaux pour le diagnostic. Donc, il y a 5 critères principaux. Les premiers critères sont les lèvres sèches et fissurées, dites chélites, la langue framboisée et la rougeur de toute la cavité buccale et du pharynx. Le deuxième élément, c'est la conjonctivite bilatérale non purulente. Le troisième élément, c'est l'exanthème généralisé. On accepte tout type d'éruption, mais sauf les vésicules et les croûtes. L'œdème et la rougeur des mains et des pieds à la phase aiguë et la desquamation périinguale à la phase tardive. Et enfin, l'adénopathie cervicale de plus d'1,5 cm qui est le plus souvent unilatérale. Alors on parle de maladie de Kawasaki complet si on a la fièvre avec au moins 4 de ces 5 critères. Et si on n'a pas 4 à 5 de ces 5 critères, on va parler de maladie de Kawasaki incomplète si on a la fièvre et si on a au moins 4 critères avec les œdèmes des mains et des pieds. Alors il est important de pouvoir accélérer le diagnostic de la maladie de Kawasaki. Et souvent, 5 jours de fièvre, c'est déjà presque trop tard pour certains enfants. Et donc, en particulier, si on a tous les signes de la maladie de Kawasaki à 4 jours de fièvre, voire même à 3 jours de fièvre, si on a un clinicien avisé, on peut considérer le diagnostic et envisager le traitement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et également, si on n'a pas tous les critères présents, mais qu'on a des anomalies coronariennes, en particulier avec des Z-scores au niveau des coronaires supérieurs ou égal à 2,5, à ce moment-là, il ne faut pas retarder le traitement. Donc, je vous montre les recommandations chères. Vous voyez, chez un patient chez qui la maladie de Kawasaki est suspectée, mais tous les critères ne sont pas encore remplis, les signes cliniques suivants renforcent la suspicion de maladie de Kawasaki, en particulier la présence d'une irritabilité, d'un érythème ou d'une induration au site d'administration du BCG. Donc ce sont des critères accessoires, mais qui sont importants chez les enfants qui n'ont pas tous les critères. Alors il y a des pièges qui sont courants dans le diagnostic de la maladie de Kawasaki. En particulier, ce sont les âges atypiques, en particulier les nourrissons de moins de 6 mois, qui ont simplement la fièvre prolongée et l'irritabilité, très peu de signes, et il faut penser à la maladie de Kawasaki, sinon on va les traiter trop tard devant des complications graves. Des nourrissons qui présentent une fièvre prolongée et une méningite aseptique inexpliquée, ou alors des nourrissons ou enfants qui présentent une fièvre prolongée et un choc inexpliqué, avec aucune documentation bactériologique, et enfin des enfants ou des nourrissons qui présentent une fièvre prolongée et un phlegmon rétropharyngé ou parapharyngé qui ne répond pas à l'antibiothérapie. Ce sont ces fameux enfants qui ont le pseudo-adénophlegmon. Donc vous voyez qu'il y a d'autres pièges,
des enfants qui sont diagnostiqués avec des pyélonéphrite alors qu'en fait, il n'y a pas de germes dans les urines, des enfants qui ont une éruption cutanée, des modifications muqueuses et qui sont jugés réaction aux antibiotiques, ou alors des enfants qui vont présenter un abdomen aigu, des signes de péritonite. Souvent aussi, on peut sous-estimer l'ampleur des modifications des coronaires parce que malheureusement, on ne va pas utiliser les mesures en Z-score, alors qu'il est important, notamment pour les nourrissons, d'utiliser ces scores Z qui sont calculés à partir des données normatives de Montréal, et on peut utiliser effectivement ces équations de Dallaire, soit en faisant le calcul si on est amateur, soit ou alors en téléchargeant une appli comme CardioZ qui va vous permettre de calculer les Z-scores à partir des mesures en millimètres des artères coronaires. Alors vous voyez qu'il y a un grand nombre de diagnostics différentiels, et quand je vous montre ces photos, je pourrais vous demander quel patient a une maladie de Kawasaki. Eh bien, ne cherchez pas, aucun de ces patients n'a une maladie de Kawasaki. Beaucoup de ces enfants ont des maladies monogéniques liées à l'IL1. Il y a aussi un patient avec un PIMS. Donc, vous voyez qu'il y a de nombreux pièges et qu'il faut vraiment avoir un faisceau d'arguments pour pouvoir faire le diagnostic de cette maladie. Alors, voyez aussi une liste ici de diagnostics différentiels possibles. Les infections virales, en sachant que souvent, quand elles sont présentes, elles ne vont pas forcément éliminer complètement le diagnostic, parce qu'elles coexistent avec la maladie de Kawasaki. Elles peuvent d'ailleurs éventuellement constituer un trigger de cette affection. Voyez la scarlatine, les toxémies staphylococciques, le syndrome de choc toxique, les lymphadénites cervicales. Donc, je ne vais pas aller complètement dans toutes les maladies, mais aussi, voyez, un certain nombre de maladies IL1 médiées, comme la maladie de Steele de l'enfant ou d'autres vascularites, comme la polyartérite noueuse, et puis des maladies auto-inflammatoires monogéniques. Alors, finalement, il y a des situations cliniques qui doivent absolument faire considérer une maladie de Kawasaki. Encore une fois, ce sont ces enfants de moins de 6 mois qui vont poser le plus de problèmes. Donc, quand ils sont irritables avec une fièvre prolongée inexpliquée, et surtout s'ils ont beaucoup d'inflammation, y penser systématiquement. Et également, ces présentations avec un choc inaugural où on ne va pas forcément penser d'emblée à la maladie de Kawasaki. Alors, quelle est l'atteinte cardiaque dans la maladie de Kawasaki? Alors, il faut voir que ça ne se limite pas à l'atteinte des coronaires, même si elle est assez emblématique de la maladie de Kawasaki. Donc, il faut voir que le dysfonctionnement myocardique est fréquent à la phase aiguë, mais très souvent, il ne va pas être au premier plan parce qu'il va être relativement discret. Mais vous voyez qu'il est présent dans 50 à 70% des cas. Et il peut tout à fait précéder le développement des anévrismes coronaires. Donc, il est quand même à prendre en considération et en l'absence d'autres complications, il va régresser rapidement. Il peut y avoir une atteinte de toutes les tuniques du cœur et également des atteintes valvulaires avec des régurgitations mitrales. Il peut y avoir également des régurgitations aortiques avec parfois une dilatation de la racine aortique, donc il peut y avoir par extension une atteinte d'un gros vaisseau. Et puis, potentiellement, tous les vaisseaux de taille moyenne peuvent être atteints dans la maladie de Kawasaki, même si le pronostic reste au cœur. Donc, il faut y penser, surtout quand il y a de la fièvre qui persiste, une inflammation biologique qui persiste et qu'on n'a pas forcément de modification au niveau des coronaires. Donc, tout ça est important. Il faut savoir que les anévrismes coronaires, ils vont se développer surtout au niveau de la bifurcation du tronc commun de la coronaire gauche et du segment proximal, au niveau de l'interventriculaire antérieur et de la coronaire droite. Au plan histologique, on voit donc une invasion par des cellules inflammatoires de l'intima en premier, avec une dissociation des cellules endothéliales et un œdème sous-endothélial qui progressivement va atteindre les médias. Et ensuite, petit à petit, la média va détruire la paroi vasculaire et l'anévrisme va se former. Et puis ensuite, il va y avoir un phénomène actif de remodelage qui va entraîner dans un premier temps une fibrose et possiblement une sténose. Alors tout ça pour vous montrer des dilatations coronaires dans le cadre d'une maladie de Kawasaki. Et vous voyez que parfois, il n'y a pas un anévrisme unique, mais qu'on peut avoir vraiment des anévrismes en chapelet sur ces segments des coronaires.
Alors, il est important d'avoir une classification de ces lésions coronaires car cela a un impact sur le pronostic évolutif de ces lésions. Alors, cette classification donc en Z-score, les Z-scores vont être calculés en utilisant les équations de Dallaire. Et si vous avez des Z-scores qui sont inférieurs à 2 au niveau des coronaires, ben finalement, les coronaires sont normales, il n'y a pas d'atteinte. On va commencer à parler de dilatation sur des Z-scores entre 2 et 2,5, de petits anévrismes à partir de 2,5 à moins de 5, d'anévrismes de taille moyenne à partir de taille de 5 ou inférieure à 10, ou en taille absolue inférieure à 8 mm. Et on va commencer à parler d'anévrisme géant pour des Z-scores à 10 ou une taille absolue supérieure ou égale à 8 mm. Alors, quelle est l'évolution des anévrismes coronaires dans la maladie de Kawasaki? Elle va dépendre de leur taille, d'où l'intérêt des Z-scores, et également de leur morphologie. La régression complète va survenir dans 50% des cas et uniquement pour les anévrismes de petite et de moyenne taille, et ceci au cours des 2 premières années. La sténose va pouvoir se produire dans 20% des cas, et par contre, des anévrismes peuvent persister sans sténose dans 40% des cas. Les anévrismes géants, malheureusement, ne régressent jamais. Ils vont évoluer vers la sténose dans 50% des cas ou vers une obstruction complète. Moins de 1% des enfants vont avoir des complications à type d'infarctus du myocarde au cours de la première année d'évolution, beaucoup plus rarement par la suite. Il y a des atteintes d'autres artères de moyen calibre, notamment les artères axillaires, sous-clavières, brachiales, fémorales, iliaques. Donc tout est possible et il est donc important de faire une évaluation des atteintes artérielles de moyen calibre en dehors des coronaires, qui peut être faite facilement cliniquement sur certains territoires et aux membres d'août par l'échographie ou l'angiographie. Alors, il y a cette présentation très particulière qui est le syndrome de choc de la maladie de Kawasaki, qu'on appelle aussi le Kawashoki, et c'est une présentation devant une défaillance hémodynamique. Alors, en général, ça se présente dans la phase aiguë de la maladie de Kawasaki. C'est une présentation qui est rare, qui est estimée à moins de 2%. Les patients qui vont présenter cette complication ont un âge un tout petit peu plus âgé que d'habitude. Ils ont une durée de la fièvre qui est plus longue et en général, ils vont être résistants aux IgIV. Et puis, ça va être plus fréquemment également chez des enfants qui vont avoir des présentations atypiques ou incomplètes. Dans cette présentation très particulière et atypique, il y a des niveaux d'inflammation qui sont très élevés et qui sont plus élevés même que dans l'inflammation courante que l'on voit au cours de la maladie de Kawasaki, si j'ose dire standard. Et vous avez quelques repères ici de niveau de cytokines, et notamment on voit les niveaux d'IL6, de interféron gamma et d'IL10 qui sont significativement modifiés dans le Kawashoki comparé à la maladie de Kawasaki classique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que possiblement le niveau de réponse immunitaire va être tout à fait variable en fonction des patients dans la maladie de Kawasaki. Quand on a une maladie de Kawasaki classique, la réponse immunitaire innée va être activée par un trigger qui est mal connu, qui peut être une infection, mais qui peut être tout autre chose. Et l'activation de l'immunité innée va secondairement entraîner une activation de l'immunité adaptative qui va aboutir à ces lésions vasculaires. Et quand il y a un niveau d'inflammation qui est extrêmement élevé, il va y avoir effectivement donc un orage cytokinique, et du fait de cet orage cytokinique, il va y avoir la possibilité de complications comme le syndrome de choc de la maladie de Kawasaki ou alors même un syndrome d'activation macrophagique. Donc tout cela va dépendre de différents facteurs. D'une part, les propriétés de l'agent qui a induit la maladie de Kawasaki, mais également le niveau de réponse immunitaire de l'hôte.